parce qu'on partage beaucoup de problématiques et on partage beaucoup de problématiques, ça veut dire que là, en ce moment, ponctuellement, je ne me situe pas forcément dans le champ de recherche musicologique, mais plutôt du côté des jeux vidéo. Donc vous avez peut-être même déjà vu passer ce titre, un panorama des approches pour la préservation des jeux vidéo. Et j'avais eu effectivement l'occasion à Saint-Étienne d'aborder brièvement le sujet. Là, on va avoir le temps de le développer et on va voir pas mal de parallèles possibles entre les deux mondes, les deux domaines, notamment sur la question de l'authenticité. Là, on a eu des exemples très précis. Étant donné que c'est un panorama, on va faire un très large voyage sans forcément rentrer beaucoup dans les détails, mais on va quand même prendre quelques exemples qui permettront de transposer les questionnements d'un domaine à un autre, que ça soit sur le domaine de l'image, mais aussi sur le domaine du son. Alors, on va parler globalement des techniques de préservation, des approches au sens large pour les jeux vidéo. Donc, de quoi parle-t-on? Principalement de ce qui ressemble à ça, c'est-à-dire, là on a l'exemple de Tetris, c'est-à-dire un logiciel qui tourne sur du matériel qui correspond à un contenu ludique. Là, on a un travail intéressant d'analyse de ce qu'on appelle le gameplay à l'intérieur d'un jeu vidéo en particulier. Donc, c'est les briques de base qui vont définir les interactions qu'il va y avoir entre le jeu et le joueur. Donc, un logiciel, un jeu, et aussi il y a une part de création artistique généralement non négligeable dans un certain nombre de jeux. Pour le cas de Tetris, par exemple, la partie visuelle n'est pas très démonstrative. Par contre, la partie sonore est bien plus réputée, étant ancrée sur de la musique traditionnelle réarrangée. Donc voilà, concrètement, le jeu vidéo peut être vu comme un objet numérique complexe, interactif, un contenu ludique, pour lequel donc, on développe du logiciel, on crée un jeu et on fait de la création artistique. L'industrie des jeux vidéo existe depuis environ 40 ans. Ce qui a marqué vraiment le grand lancement, c'était en 72, Pong, dont on voit la bande d'arcade ici. Et au départ, principalement, les jeux vidéo sont faits pour le divertissement. Néanmoins, on a eu dès le début, en fait, avant même l'industrie des jeux vidéo, des applications sérieuses, et en particulier, on a commencé à faire des jeux vidéo pour montrer dans le milieu universitaire que les ordinateurs fonctionnaient. Et depuis, ce qu'on appelle maintenant les jeux sérieux n'ont cessé de se développer. Et ici, c'est un exemple que j'avais fait il y a quelques années, d'un jeu pour apprendre les réglages d'un appareil photo. Donc, viser pour le divertissement au départ, mais bien d'autres usages, comme par exemple la visée pédagogique ici, et puis peut-être un petit peu plus récemment, bien que tout ça, ça se discute pas mal, la visée artistique. Là, on a l'exemple d'un jeu sorti en 2009. Effectivement, ça peut être considéré comme divertissant. Effectivement, on peut y prendre pas mal de plaisir au niveau du spectacle audiovisuel. Mais au-delà de ça, la majorité des commentateurs voient dans ce jeu avant tout une expérience esthétique, une expérience artistique. De ce fait, étant donné les quelques éléments que j'ai listés ici, le jeu vidéo, les jeux vidéo entrent au musée. Donc c'est vrai que c'est difficile de parler du jeu vidéo, les formes sont multiples, comme on l'a vu, les visées sont multiples. Et donc les jeux vidéo entrent dans des musées, il y en a un certain nombre. Là on a l'exemple de celui de Berlin,
La grosse particularité, comme vous pouvez le constater, éventuellement en comparaison avec d'autres types de musées, c'est que ici précisément on peut jouer. Et c'est vrai que certains ont essayé de faire des musées ou des expositions où on ne jouait pas, et très concrètement ça a été problématique. On imagine assez vite pourquoi. Et l'actualité du moment, l'actualité c'est que le musée d'art moderne de New York acquiert 14 jeux vidéo. Donc il y a eu des réactions récentes dans les deux sens, des réactions mettant en avant le fait qu'en aucun cas le jeu vidéo, à ce moment-là on parle du jeu vidéo sans justement prendre la diversité en compte, ne peut pas être considéré comme un art. Et puis à l'opposé, il y a évidemment beaucoup de personnes qui défendent la position inverse. En tout cas, de fait, les jeux vidéo entrent dans les musées et on a même une reconnaissance institutionnelle. Ici, on a Renaud de Vabre qui donne l'insigne des chevaliers des arts et lettres à 3 concepteurs de jeux vidéo, 2 français, un japonais. C'était en 2006, 2006-2007, une année où énormément de choses se sont débloquées par rapport à ce domaine. Et de manière assez naturelle, étant donné que les jeux vidéo entrent au musée, qu'on a des débats sur la position artistique des jeux vidéo, etc., on est de fait aussi engagé dans une démarche de préservation. Et à ce moment-là, la question va être quel objectif on peut se fixer pour cette préservation. Et comme on l'a vu par rapport au musée de Berlin, il y a un aspect qui paraît primordial, ça va être le fait de rejouer. Une petite illustration avec la console Wii. L'expérience de jeu, c'est quelque chose de fondamental pour l'étude d'un jeu. Si on n'y a pas joué, ça va être très compliqué de pouvoir en parler derrière. Donc on va préserver pour rejouer, pour étudier en général. Pour étudier, on va devoir rejouer. On va devoir se documenter sur les jeux. Ici, on a la documentation d'un jeu, tout simplement. Et on a aussi toute la documentation qui découle de l'utilisation de ce jeu à travers le monde, à travers différents publics. Là, on a la carte des niveaux faite par des journalistes. Et donc, rejouer, se documenter sur le jeu, mais aussi se documenter au-delà du jeu lui-même pour le comprendre, c'est-à-dire avoir des informations contextuelles pour comprendre le phénomène que représente le jeu. Et à ce moment-là, on peut évidemment se tourner vers le processus de création. Ici, quelque chose de particulièrement rare, un studio de développement a rendu public un document de conception d'un jeu vidéo. Très connu. Voilà, donc ça fait 3 grands objectifs qu'on peut se fixer, qui sont assez clairs. Et on peut commencer notre panorama sur cette base-là. Je pense que ce matin, Antoine, tu as dû rappeler les différentes stratégies qu'on met en œuvre en général. Oui. Donc là, on va les voir sous l'angle du jeu vidéo, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça donne. Le premier, le rafraîchissement, qui consiste à prendre le contenu et le mettre sur un nouveau support. Ici, on a l'exemple d'un utilitaire qui permet de transférer le contenu d'une disquette Atari ST dans un fichier qu'on va pouvoir manipuler derrière beaucoup plus facilement. Cette stratégie, c'est vraiment une stratégie de base. Ensuite, on va réexploiter avec les autres. La conservation qui peut aller très très loin, puisqu'on peut conserver les systèmes de jeu, on peut conserver les systèmes de jeu qui peuvent tomber en panne, on peut conserver les supports des jeux qui eux-mêmes peuvent connaître un certain nombre de problèmes, comme les cassettes ou les disquettes qui vont se démagnétiser. On va conserver les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie, évidemment la documentation qui vient avec le matériel, avec les jeux, et on peut, alors ça c'est quelque chose de récent, c'est pour ça que j'ai ramené quelques petites choses à vous montrer.
on peut conserver tout ça, ou alors on peut conserver un sous-ensemble. En l'occurrence, on peut se dire que une fois qu'on a fait la phase de rafraîchissement à partir des supports originaux, qu'on peut garder comme objet, leur contenu peut être transféré effectivement dans des systèmes qui vont être gérés beaucoup plus facilement. Et du coup, on va créer des extensions matérielles, comme cette carte par exemple, qui fait le lien entre un ordinateur de type Spectrum et une interface de type IDE. Et là, on a un lecteur de carte mémoire IDE qu'on branche dessus. Le tout contient pilote et programme pour accéder à finalement toute la ludothèque existante pour cette machine qui tient sur une petite carte mémoire. On branche ça derrière la machine et on a accès instantanément à tout ce qui n'a jamais été produit pour cette machine et rendu public. Et donc ça fait partie de la démarche conservation parce qu'on a conservé la machine, les périphériques d'entrée et de sortie. On va avoir une expérience qui va quasiment être la même que celle qu'on avait à l'époque. La seule différence notable, c'est qu'on va ne pas avoir, par exemple, la phase de chargement. Charger un jeu à partir d'une cassette, ça pouvait prendre 15 minutes, par exemple. Là, on ne va pas l'avoir. Donc ça peut être vu de manière positive ou négative, c'est selon, mais en tout cas, c'est une façon d'optimiser en quelque sorte le processus d'étude de manière assez efficace. Alors justement, cette machine, le ZX Spectrum, on peut le prendre comme exemple pour une autre stratégie qui est l'émulation, qui consiste à reproduire le fonctionnement d'une machine dans une autre. On s'intéresse généralement, pour commencer, par le microprocesseur, qui est donc principalement le cœur du système, et suite à ça, alors j'ai un petit exemple ici, ici j'ai l'ordinateur en question qui tourne à l'intérieur de mon système, j'ai écrit un petit programme tout à l'heure, je peux le lancer et pouf, ça fonctionne. Voilà, donc le principe de l'émulation qui évidemment est mis à profit pour les jeux vidéo. Et historiquement, l'émulation est quasiment aussi ancienne que l'informatique, puisque dès le moment où on a fait des systèmes et qu'on en a fait des nouveaux, sur les nouveaux, on a voulu reprendre les programmes des anciens. Notamment, IBM a commencé à faire des émulateurs très très vite. Quatrième stratégie de la migration, qui consiste à porter, donc on réécrit du code, et c'est... voilà, là on a des exemples de portage plus ou moins réussis. Donc on pourrait prendre celui-ci comme exemple. Et alors cet exemple-là est assez particulier parce que il correspond à un jeu qui était en 3 dimensions, c'était dans les années 80, et ça a été porté sur l'ordinateur dont je parlais tout à l'heure, le ZX Spectrum, extrêmement limité en termes de capacité, n'étant pas du tout dédié à faire de la 3D. Et donc ce jeu en 3D est devenu un jeu en bouillie de pixels, si on peut dire, puisque ce que vous voyez sur la droite, en fait, c'est une voiture. Et donc j'aurais pu aussi vous montrer une vidéo, mais il y a à peu près une image par seconde. Et donc là, la différence entre cette adaptation et l'original est monumentale. Il y a le même nom, on pourrait même pas reconnaître le jeu si on plissait les yeux. Enfin, il n'y a aucun moyen de reconnaître le même jeu. C'est complètement différent. Et puis parfois, ça c'est un exemple intéressant, parfois il y a des adaptations qui sont considérées unanimement comme étant de meilleure qualité à un niveau bien plus élevé que l'original. Donc ça pose aussi des questions assez intéressantes. On va creuser un petit peu le cas de l'émulation parce que l'émulation est très très fréquemment mise en œuvre par les joueurs dans le cadre de ce qu'on appelle le rétro gaming. Il n'y a pas vraiment de mot en français. On parle de rétro gaming principalement quand un joueur va se tourner principalement vers des jeux qui datent d'avant, qui ne sont pas de son époque, ou alors qui sont de son époque mais dans un style plutôt ancien. Donc à ce moment-là, on va parler de jeux néo-rétro.
Donc c'est là où le panorama va être... Enfin, c'est un des intérêts du panorama qu'on commence à faire, c'est que énormément d'actes de préservation sont réalisés par les joueurs eux-mêmes. Et là, en l'occurrence, on a un célèbre développeur d'émulateurs qui en a fait, comme vous le voyez en haut, un certain nombre. Et donc il y a une communauté de développeurs, des passionnés de jeux vidéo, compétents en informatique, qui développent des émulateurs. Une autre activité liée à l'émulation, c'est le partage. Le partage des fichiers pour les jeux. Donc, une fois qu'on a fait la phase de rafraîchissement, on a copié d'une cassette, par exemple, un fichier, on va partager avec tout le monde ce fichier. Pas forcément en se préoccupant des problèmes légaux au départ, sauf dans le cas précis de World of Spectrum, qui a demandé l'autorisation pour absolument tout. Et on reparlera de cet exemple en conclusion. Alors, il y a différents types d'émulation, évidemment. L'émulation du matériel, là d'un Atari ST, où on va s'intéresser principalement à son microprocesseur. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué, comme par exemple l'Amiga, puisqu'on n'a pas un microprocesseur qui gère la plupart des choses, mais on a un microprocesseur plus des coprocesseurs qu'il s'agit évidemment d'émuler aussi. Parfois, pour contourner des contraintes légales, on va aussi émuler, comme c'est le cas pour cet émulateur qui s'appelle Magic Engine, non pas seulement le matériel, mais aussi le programme interne, le logiciel qu'il y a dans la console. On peut avoir des émulations multiples. Ici, on a un célèbre émulateur de système d'arcade qui, en fait, n'émule pas un jeu, n'émule pas tous les jeux d'un système d'arcade, mais émule de très nombreux systèmes d'arcade. Et puis, on va avoir aussi des émulations partielles. Par exemple, pour le son, ici, on a SIGPlay. Et donc, on va pouvoir extraire les musiques des jeux et ne jouer que les musiques. Ces émulations posent la question posent de très nombreuses questions. Et justement, on va voir qu'il y a pas mal de limites à ça. Au-delà des aspects purement logiciels, ce sur quoi on peut insister, c'est effectivement tout ce qui tourne autour de l'authenticité. C'est-à-dire que quand on a ça devant nous, en quoi est-ce qu'on peut comparer l'expérience qu'on a en faisant ça à l'expérience qu'on avait avec la machine en question. On a une photo du clavier ici, mais ce n'est pas le même clavier quand on tape dessus. On a un écran plat, on n'a pas un écran cathodique. Et donc il y a énormément de différences finalement quand on fait le tour de la question. Donc on va lister rapidement les problèmes qui sont liés à l'émulation. Il y a le problème de la légalité. Ici on a l'exemple d'un site qui n'existe plus, qui avait pour objectif de diffuser avec autorisation le maximum de ressources liées à une machine qui s'appelait l'Amiga. Malheureusement, il y a eu trop de refus et le site a dû fermer. Autre difficulté liée à l'émulation, là on a un exemple de jeu en ligne massivement multijoueur. Émuler Tetris, c'est assez facile à mettre en œuvre. Par contre, parce que c'est un jeu auquel on joue seul, par contre, émuler un jeu auquel on joue avec éventuellement des centaines ou des milliers de personnes sur la planète, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Si les joueurs sont encore en ligne branchés sur les serveurs, si les serveurs ne sont pas encore arrêtés, éventuellement, ça peut avoir du sens. Mais évidemment, dans quelques dizaines d'années, les joueurs ne seront plus là, les serveurs ne seront plus là. Comment est-ce qu'on fera ? Ça, c'est une solution qui, à ma connaissance, n'a absolument aucune réponse forte. Les gens qui travaillent sur la question, en fait, se rapprochent des problématiques liées simplement à l'archivage des mondes virtuels et passent par la case documentaire audiovisuel. Autre problème, évidemment, les protections qui sont posées sur les jeux. Alors, soit sur les supports, soit... par exemple, on peut avoir une disquette qui va être protégée parce qu'elle va contenir des erreurs, et en la copiant, on n'aura pas les erreurs, et du coup,
on ne pourra pas faire la phase de rafraîchissement dont on parlait. Et donc, par exemple, un conservateur d'une archive me disait que la phase de rafraîchissement ne pouvait pas se faire avec les originaux. Il fallait utiliser des versions piratées des jeux pour faire la phase de rafraîchissement afin de pouvoir vraiment s'en servir. Et aujourd'hui, alors par exemple avec les téléphones sur lesquels on peut télécharger nos applications, on obtient des fichiers qui vont se trouver quelque part, mais ces fichiers, ils vont être liés par des mécanismes de protection de type DRM à un compte en particulier. Et donc, qu'est-ce qui se passera quand les serveurs qui gèrent ces DRM n'existeront plus? Comment est-ce qu'on fera pour utiliser encore nos applications? La question de la pérennité au niveau du développement, évidemment, là j'ai essayé d'accéder à un émulateur que j'avais utilisé par le passé, il n'était plus disponible. Donc on va commencer à rentrer dans la question de l'authenticité. Ici, les auteurs de cet émulateur ont eu l'idée de rajouter un graphisme autour de la zone de l'écran qui rappelle l'aspect physique de la console Game Boy. Et donc, on peut se poser la question, ce jeu qui s'appelle Bonejack, dans quelle mesure on va pouvoir considérer que quand on y joue via un émulateur, on accède vraiment au jeu qu'a voulu faire son auteur. Est-ce qu'il faut reprendre les couleurs comme c'est le cas ici de l'écran de la Game Boy? Est-ce que si on change les couleurs c'est plus bon? Est-ce qu'il faut absolument avoir un rappel du contexte visuel tel qu'on l'a ici? Et est-ce qu'il faudrait encore aller plus loin? Aller plus loin, c'est notamment la précision des sensations. Et ici, j'ai fait un exemple avec 3 versions. Ça, c'est le jeu Outrun émulé sans qu'il y ait quoi que ce soit de fait sur le rendu visuel. Et on obtient, là aussi, des bouillies de pixels. Et là où c'est très problématique, c'est que alors on peut avoir des considérations sur le plan esthétique, mais on peut aussi se poser des questions sur le plan de l'authenticité et sur le sens que ça véhicule. En l'occurrence, là, est-ce qu'on reconnaît un palmier, les feuilles d'un palmier, éventuellement pas vraiment. Et quand on se tourne vers la version photographiée sur un écran de télévision à tube cathodique, on a un type de rendu complètement différent. Et avec les fameuses lignes de balayage et des pixels qui ne sont pas ronds du tout, qui ne sont pas carrés du tout, comme c'est le cas ici, qui sont beaucoup plus arrondis. On a aussi la texture de l'écran en question et des erreurs, enfin ce qu'on pourrait considérer comme des erreurs au niveau du signal. Là on a l'image qui est légèrement dédoublée. Et en dessous, j'ai mis la version simulée par un émulateur qui reproduit non seulement le fonctionnement de la console, mais qui reproduit aussi le fonctionnement, en gros, un petit peu plus large du système en s'intéressant au rendu. Et là, en l'occurrence, ce qui est simulé, c'est un signal de type NTSC, donc le standard qu'on utilise notamment pour les signaux vidéo aux États-Unis. Et c'est vrai que du coup, on se rapproche un petit peu de ce qu'on a sur un écran de télévision, même s'il manque encore énormément de choses. Alors ça, c'est l'exemple vu de loin. Ça se paramètre évidemment dans les émulateurs en activant des filtres. Et voilà maintenant un exemple qui va nous permettre de nous rapprocher un petit peu. On prend un exemple très connu, ici c'est Super Mario Bros sorti en 2005, en 1985. Quand on le lance directement sur un émulateur sans paramétrer quoi que ce soit, on obtient ce résultat. Ce résultat n'a rien à voir avec ce à quoi on avait affaire en jouant à ce jeu à cette époque. Quand on photographie Super Mario Bros qui tourne sur une Nintendo, on a ce résultat. Donc déjà, les pixels en fait, qui ici sont carrés, en fait, devraient être plutôt rectangulaires. Il y a un rapport hauteur-largeur qui n'est pas le même. Et on a les fameuses lignes de balayage
on verra encore mieux si je zoome un petit peu plus. Les couleurs ne sont pas les mêmes, les contrastes ne sont pas les mêmes. Typiquement ici, c'est plus sombre sur les bords et beaucoup plus clair au milieu. Tout ça, c'est lié au système global qu'on utilise. Et donc, là où c'est vraiment problématique, c'est que les auteurs n'ont jamais voulu faire ça. Ce qu'ont voulu faire les auteurs, c'était ça. Et aujourd'hui, l'image de Mario qu'on a généralement en tête, c'est ici le Mario tout pixelisé avec des pixels carrés, des aplats de couleurs pour chacun des pixels, alors qu'en fait, Mario, tel qu'il a été créé, alors tel qu'il existait dans ce jeu en 1985, puisque le personnage existait un petit peu avant, il ressemblait à ça. Et donc, voilà, afficher Mario pixelisé, il faut là aussi savoir que ça n'est pas le Mario qui a été conçu par les artistes ayant travaillé sur le sujet à cette époque. Alors, on pourrait aller très très loin dans l'étude des différences entre les deux, mais si on part de pixels carrés, en fait, ils ne sont pas carrés, ils sont plutôt arrondis, sachant que comme on a des lignes de balayage, les pixels se réunissent par ligne. Les lignes de balayage sont un petit peu écartées. Ça, c'est une simulation que j'ai faite assez rapidement, juste pour illustrer le principe. Et ensuite, là, la différence entre les deux, c'est que, évidemment, ça n'est pas net sur l'écran, c'est un petit peu flou. Et en plus, la lumière se diffuse sur la surface du tube cathodique. Donc, ça, c'est 4 premières étapes. On pourrait en rajouter des dizaines pour arriver à la différence qu'il y a entre les deux Mario qu'on voit ici. Et donc, quand on utilise cette image de Mario, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on est vraiment en train de faire ? Dans le domaine du son, là aussi, il y a évidemment énormément de choses intéressantes. Ici, on a la fenêtre de configuration d'un émulateur qui se spécialise dans le son et qui nous permet de choisir différents niveaux de précision pour l'émulation. On peut avoir une émulation précise ou une émulation là dite normale. Quelle va être la grande différence? C'est que l'émulation normale, elle va juste prendre en compte la logique de la puce sonore et la reproduire, sans prendre en compte finalement le côté pratique, le rendu réel de la puce. Parce que entre ce que la puce fait en théorie, qu'on peut reproduire facilement, et ce qu'elle fait quand on l'écoute, là en l'occurrence, il y a une grosse différence. Si je veux continuer à parler un peu, je sens que je suis proche de la fin. Pour schématiser, l'activation ici du choix est à peu près l'équivalent du filtre graphique qu'on peut rajouter, qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on va encore augmenter le niveau d'un cran. On va aller jusqu'au système en lui-même. Tout à l'heure, on parlait des moniteurs, de la pièce. Là, on va parler du système de jeu pour commencer. Et on a ici Space Invaders, donc un jeu de 78, tel qu'on le voit très souvent. Et quand on reproduit le fonctionnement du système avec le jeu, voilà ce qu'on obtient. Du noir, du blanc. Généralement, quand on l'émule, il y a quand même un petit cran supplémentaire qui est rajouté, c'est le filtre graphique qui nous rajoute du vert. Et donc ça, c'est l'image communément vue, j'allais dire communément admise, mais ça serait vraiment triste que ça soit ça l'image du jeu qui soit communément admise, parce que ce jeu Space Invaders, bien que ça soit ça l'image qu'on en ait le plus souvent, c'est absolument pas ça.
Ce jeu est sorti en 78 sur 7 bornes d'arcade, ou sur une autre version, mais ça c'est la borne d'arcade droite. Comme vous pouvez le constater, il y a des décors autour de l'écran, il y a un panneau de contrôle lui-même décoré, et l'affichage n'a rien à voir dans la mesure où, en plus du décor qu'on a autour, on a un décor dans le fond. Et en plus, des filtres colorés qui nous donnent de la couleur. Donc, l'image qu'on a la plus courante de Space Invaders n'a rien à voir avec l'expérience du jeu qu'on pouvait en avoir. Alors, évidemment, il y a quand même des émulateurs qui nous permettent de grimper quelques étapes. Et voilà ce à quoi on arrive, avec les décors autour et un filtre coloré et l'image de fond. Donc là, on donne à voir en fait une partie du système. Si on fait tourner ça sur du matériel qui nous permet de reproduire les sensations au niveau entrée et sortie, par exemple sur un tube cathodique avec une manette comme la borne d'arcade, on commence à se rapprocher un petit peu plus de l'expérience de jeu. Néanmoins, on est allé un petit peu plus loin il y a quelques temps avec des étudiants de l'UTC, puisqu'on a travaillé sur ce qu'il y a autour du système de jeu, c'est-à-dire l'ambiance, le lieu dans lequel on est. Donc on a pris des technologies de réalité virtuelle, on a reproduit des lieux existants ou fictifs, très connotés, années 70, années 80, années 90, et on a placé un émulateur dedans, et on peut entrer dans ce monde virtuel, jouer, et on peut même jouer à plusieurs. Et à ce moment-là, on va donner à voir un bout de l'expérience correspondant à jouer à ce jeu dans les années 70. C'est un petit peu une machine à remonter dans le temps. Voilà, donc du coup, ça montre le chemin qu'il y aurait à faire entre des aspects vraiment très techniques où on ne va faire que coller à la définition de ce qu'est l'émulation, reproduire le fonctionnement d'un système sur un autre. On va avoir ça, et en fait, on est très 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 loin de reproduire l'expérience de jeu. Et donc là où c'est intéressant de travailler sur ça, évidemment, c'est que ça permet d'avancer sur ce qu'est l'expérience de jeu, ce qu'est l'expérience avec un système interactif, et même sur ce qu'est un jeu vidéo. Rentrons dans le panorama. Alors, ça va aller assez vite puisqu'il y a des choses qu'on a déjà vues. Qu'est-ce qui va nous permettre de rejouer ? Premièrement, avoir accès au jeu, donc le partage de fichiers. Là, on retrouve l'exemple de World of Spectrum, qui est très particulier, puisque le constructeur qui a racheté les licences d'exploitation des machines a donné l'autorisation pour qu'on puisse faire des émulateurs sans contrainte légale, et les personnes qui ont créé ce site ont demandé individuellement à tous les éditeurs de tous les jeux l'autorisation pour diffuser les jeux. Ce qui fait que ce qu'on a ici, c'est entièrement légal. On a accès légalement au jeu. Évidemment, dans la plupart des cas, l'accès se fait de manière plutôt illégale. On a parlé du développement des émulateurs, principalement réalisé par des passionnés. On a même l'industrie des jeux vidéo qui parfois rachète ou embauche des passionnés. Alors, rachète les émulateurs ou embauche les passionnés qui les ont développés. Que fait d'autre l'industrie ? L'industrie assure une certaine forme de préservation dans le sens où il peut y avoir rétrocompatibilité au niveau des systèmes. Donc ici, sur une Game Boy Advance, on fait tourner le jeu Tetris qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est effectivement très intéressant pour les joueurs. Néanmoins, ça ne permet pas de retrouver exactement l'expérience de jeu, puisque là, l'écran qu'on voit n'a pas les mêmes couleurs, par exemple, que l'écran de la version originale.
L'industrie est aussi active de manière assez pragmatique pour ressortir d'anciens jeux sous forme de compilation. Là, forcément, ça doit vous rappeler l'industrie du disque avec les compilations sur CD. C'est a priori à peu près le même principe, c'est-à-dire que on a beaucoup critiqué le non-remastering du son pour les sorties en CD. Et là, pour les jeux vidéo, on a évidemment aussi beaucoup critiqué la non-remasterisation, dans le sens où, par exemple, il y a énormément de compilations comme ça qui sont vendues, sans même qu'on puisse activer un filtre pour avoir les lignes de balayage. Ce que fait la plupart des émulateurs fournis gratuitement par les passionnés. Autre type de compilation, cette fois-ci matérielle. L'industrie nous propose aussi maintenant des plateformes légales de téléchargement d'anciens jeux qui reposent sur des émulateurs. Et là, on a l'exemple avec la console virtuelle de la Wii. Et là où c'est très intéressant, c'est que ça donne accès pour le grand public, pas simplement aux passionnés qui farfouillent sur le web pour installer des choses en récupérant des fichiers à droite et à gauche. Là, c'est directement en standard sur la console et le grand public a accès à ce patrimoine vidéoludique, malheureusement assez incomplet. Il y a aussi le principe des rééditions, où cette fois-ci, on ne va pas forcément ressortir ça en vrac et dans une compilation, mais par exemple, on va retravailler l'interaction pour que ça soit jouable sur un téléphone, c'est le cas ici avec Another World, et c'est le cas aussi pour ce jeu-là, éventuellement proposer un remastering graphique. Les salles d'arcade sont des lieux où on peut retrouver d'anciens jeux et y jouer, et même éventuellement tomber sur des compilations telles que celle-ci, qui vont reprendre d'anciens jeux. Je vous en parlais tout à l'heure avec cet exemple qui est pas très très récent, mais celui-là illustre vraiment la tendance actuelle. On a cette partie électronique dans une cartouche qu'on va mettre dans la console. On a une carte mémoire qui contient a priori tous les jeux jamais sortis sur la console en question. On appuie sur un bouton et hop, on peut choisir le jeu. Ça fait partie des choses qui se développent énormément en ce moment. Forcément, on a aussi les collections privées, les collections associatives. En France, on en a plusieurs, notamment mo5.com, qui accumulent énormément de matériel et de logiciels, notamment des jeux, pour éventuellement faire un musée. En attendant, il y a un certain nombre d'expositions qui sont mises en œuvre. On a aussi des salons. Alors là, on a un salon qui est très intéressant parce que c'est un salon aux États-Unis qui s'appelle donc Classic Gaming Expo, un salon dans lequel on a reproduit un salon. Ça veut dire que les personnes en question sont effectivement non pas seulement attachées au jeu, mais aussi à l'expérience de jeu qui va avec. Et donc, de manière assez propice, la moquette de l'hôtel dans lequel ils sont convient à peu près. Ils ont rajouté des canapés des années 70, des télévisions des années 70, les consoles d'origine, et là, ils retrouvent ensemble l'expérience qu'ils ont envie de rebooter. Donc même si on ne peut pas la retrouver complètement, cette expérience, on peut y rebooter. On a vu avec l'émulation l'empilement d'un certain nombre de couches pour tendre vers cette expérience. Là, on voit une démarche complètement différente, mais qui finalement permet de rejouer aussi et de retrouver cette expérience de jeu. Donc on a aussi les expositions temporaires, avec ici Game On à Lille en 2004, où l'accent était mis aussi sur le fait de jouer. Et, comme on en a parlé, les musées, avec notamment celui de Berlin. Donc là, des expositions permanentes. Dernier exemple de notre panorama pour jouer, les archives nationales. Donc là, on a le site de nos amis d'outre-Manche, mais évidemment, en France, on a la BNF qui joue ce rôle. Deuxième pan du panorama, comment se documenter sur les jeux.
et c'est là où forcément on tombe sur le travail magistral, colossal, considérable des passionnés qui documentent les jeux, l'histoire du jeu vidéo. Là on a un exemple avec GrosPixel. Il y en a beaucoup d'autres, et ça a une valeur énorme parce que ça renseigne justement beaucoup sur l'expérience qu'ont eue ces joueurs à telle ou telle époque. Et notamment pour nos travaux de reproduction d'ambiance de jeu, on est allé sur les forums de ces sites pour interroger les joueurs. Quelque chose qui est extrêmement utile quand on fait de la recherche dans les jeux vidéo, c'est les bases de données. Là, on a une base de données collaborative, donc alimentée à nouveau par des passionnés, qui présente un avantage énorme, c'est que là aussi c'est colossal, et qui en même temps met aussi en avant les contraintes qu'il peut y avoir. Quand on fait référence aux expériences de jeu, quand un joueur raconte son expérience de jeu, il ne peut pas avoir tort. Par rapport à son vécu, il a toujours raison, il nous dit ce qu'il a ressenti. Par contre, quand il s'agit de remplir la fiche d'un jeu, et que l'année de sortie du jeu n'est pas la bonne, ou que le titre n'est pas complet, à ce moment-là, on est confronté à des problèmes. Donc, on y reviendra un petit peu en conclusion, mais quand on a affaire à ce genre de base de données, du coup, forcément, on doit avoir un regard critique et croiser les bases de données pour essayer de savoir, mais finalement, quelle est l'année de sortie de ce jeu. Alors, il y a aussi des passionnés qui regroupent les documentations des jeux. Voilà un exemple. Il y a des passionnés qui extraient des tas de choses des jeux. Là, on a un exemple avec la musique, mais il y a aussi beaucoup de passionnés qui extraient les graphismes des jeux. Quelque chose qui est très utile, en particulier dans certains domaines, comme les MMORPG dont on parlait tout à l'heure, donc les jeux en réseau qu'on peut difficilement émuler. À ce moment-là, qu'est-ce qui va être vraiment très intéressant? Les documentaires sur le sujet. À défaut de documentaires, on peut avoir des joueurs qui vont se filmer en train de jouer. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu, en particulier sur YouTube, et qui, éventuellement, aujourd'hui, peut faire sourire parce qu'on voit des personnes devenir un peu folles par rapport à leurs expériences de jeu. Mais en même temps, dans quelques dizaines d'années, elles nous renseigneront sur ce que c'était de jouer à ces jeux. Et forcément, au niveau documentation, on a tout ce qui est presse, que ce soit presse papier ou maintenant presse web, qui documente beaucoup, puisqu'on peut avoir des tests, des solutions complètes qui vont retracer l'intégralité d'un jeu ou des trucs et astuces. Et puis là, modestement, j'ai mis le livre que j'ai publié en 2001 sur le sujet. On a évidemment aussi un certain nombre de livres qui parlent du sujet. Là, on s'est restreint au domaine des jeux en eux-mêmes. Mais on a vu tout à l'heure que, évidemment, ça ne suffisait pas, a priori, pour comprendre le phénomène que représentait un jeu. Donc, on va aller généralement au-delà des jeux. Et on peut commencer par le système, c'est-à-dire, quand on va replacer le jeu dans son contexte, le jeu tourne sur un système. Quel est ce système? Quelle est son histoire? Quelles sont ses caractéristiques? Ça peut donner des informations pour la compréhension du jeu. On peut aussi avoir des documentaires. Donc là, on a un petit documentaire sur le développement d'un jeu qui s'appelle, il y a deux versions, My Baby Girl et My Baby Boy. Et ça nous apprend un certain nombre de choses sur la façon dont il a été créé. Très intéressant aussi les films de fiction. Là, j'ai pris l'exemple de Wargames parce qu'on l'a utilisé précisément pour reproduire des ambiances de jeu, en se focalisant sur cette salle d'arcade qui apparaît dans le film à plusieurs reprises. Il y a un moment, là, il y a un panoramique. Donc, on a exploité ce panoramique en collant les images les unes à côté des autres pour avoir une idée du lieu, et c'est de cette manière-là qu'on l'a reproduit après avec des outils de réalité virtuelle, avec donc les étudiants de l'UTC. Sachant que ce qu'on a fait là en termes d'ambiance de jeu, je le cite parce que ça existe, mais en même temps, ce n'est pas une pratique très répandue. Au-delà de ça, par contre, il
il y a beaucoup de productions qui découlent des jeux. Et là, j'ai pris l'exemple de la musique avec un spectacle musical qui s'appelle Video Games Live. C'est un orchestre symphonique qui reprend des musiques de jeux vidéo. Alors, le concept paraît peut-être étrange. Quand on va dans la salle, en fait, c'est une véritable fête parce que on se retrouve à partager une culture qui est la culture du jeu vidéo et en particulier les musiques de jeux vidéo. Et ça appartient à beaucoup de productions qui sont issues des jeux. Donc on peut avoir des musiques, des arrangements à partir des musiques originales. On peut avoir des passionnés qui créent la suite d'un jeu, qui écrivent la suite du scénario. Et tout ça, même si ça ne concerne pas directement le jeu, ça renseigne évidemment sur le phénomène qu'a représenté le jeu dans sa réception par le public. Et on termine par un autre élément fondamental, c'est-à-dire les éléments de travail qui renseignent sur le processus de création. Donc on peut avoir des aspects graphiques tels que cela. Là, vous reconnaissez peut-être le jeu Space Invaders. Là, c'est un entretien que j'avais fait avec Olivier Lejade. D'ailleurs, j'écris Mejade, mince. Olivier Lejade, pour un jeu qu'il avait fait qui a rencontré un succès critique très important, Soul Bubbles. Donc ça nous renseigne sur la façon dont il a fait ce jeu. Il y a un certain nombre de livres qui développent le processus de création de certains jeux. Là, on a par exemple La Belle ou la Bête de Lexisme Numérique, son processus de création a été présenté dans un livre. Plus récemment, ici, on a un jeu phénomène. Là, le mot vaut la peine d'être utilisé, qui s'appelle Portal 2. Un livre a fait suite à la sortie du jeu. Et voici juste quelques illustrations tirées de ce livre qui documentent le processus de création. Et évidemment, ce qui va être intéressant en plus de tout ça, au-delà du processus de création de tel ou tel jeu, ce qui va renseigner beaucoup sur l'étude d'un jeu, surtout quand on n'est pas forcément du domaine, ça va être le processus de création d'un jeu en général. Et donc cette connaissance va nous permettre de mesurer les spécificités de tel ou tel jeu par rapport à son processus de création. Dernier chapitre sur la complémentarité des approches. J'ai fait beaucoup référence aux passionnés, les joueurs passionnés, aux industriels, et donc c'est principalement les deux grands types d'acteurs qu'on peut référencer. Ces deux acteurs sont assez complémentaires. Dans quelle mesure? Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Les industriels vont être principalement assez pragmatiques sur la façon dont on va remettre au goût du jour certains jeux pour réexploiter ce qu'on appelle une licence et donc continuer à faire vivre éventuellement une licence pour en tirer certains bénéfices. Ça va de temps en temps un petit peu plus loin avec une démarche plus fouillée, par exemple des compilations qui vont vraiment être travaillées, pensées, avec des filtres, avec du contenu additionnel en plus des jeux, avec des documents liés à la fabrication du jeu. Donc, en même temps, c'est assez, ça varie beaucoup d'un cas à un autre. Et de l'autre côté, les passionnés qui, eux, font un travail, on pourrait dire pour schématiser, un travail de fourmi, qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus aussi centré sur leur centre d'intérêt. C'est ce qui fait par exemple que une machine qui a beaucoup marché, le nom vous dira sûrement quelque chose, Amstrad. Les Amstrad CPC par exemple se sont très vendus en France. Il y a beaucoup de jeux qui sont sortis dessus, mais étrangement, les passionnés ne sont pas restés accrochés à cette machine. Et du coup, c'est un pan entier d'histoire vidéoludique qui est
quasiment pas représenté dans tout ce travail des passionnés. Et donc ce travail de fourmi considérable qui est fait, d'un côté, et les démarches de l'industrie de l'autre, nous place face à une très grande diversité des sources, et quand on va vouloir rejouer, étudier, rejouer, se documenter sur les jeux et au-delà, on va être confronté à quelque chose d'immense. Donc ça va pas être facile du tout à gérer. On va avoir affaire à plusieurs bases de données, pas forcément d'accord les unes avec les autres, et donc le travail va être laborieux. Généralement, l'activité qu'on va avoir va ne pas être légale, sauf dans certains cas particuliers, mais généralement, lancer un émulateur comme ça, après avoir téléchargé quelques fichiers, ça sera pas légal. Et donc, comme on l'a vu avec l'exemple d'Amstrad, éventuellement pas complet au niveau des systèmes, et aussi pas forcément complet au niveau des jeux. On a pris l'exemple tout à l'heure de World of Spectrum, qui a demandé l'autorisation à très nombreux éditeurs, mais tous ceux qui n'ont pas répondu parce qu'ils n'existent plus, on n'a pas eu l'autorisation, donc on n'a pas publié les jeux. Donc là, il peut y avoir des trous, donc on peut nous-mêmes essayer de reboucher les trous d'une certaine manière, en rachetant les cassettes sur eBay, etc. Mais du coup, ça devient effectivement laborieux. Je vais terminer par quelques perspectives par rapport à ce panorama et le bilan que j'en dresse ici rapidement. Donc, le bilan, c'était de dire, oui, effectivement, c'est pas facile, il y a beaucoup de choses qui existent, mais il faut réussir à nager au milieu de tout ça. Néanmoins, il y a énormément de choses. Donc, à partir de là, on peut dresser quelques perspectives et se demander dans quelle direction on va, dans quelle direction on pourrait aller. Et on va, peut-être une dernière fois, reprendre l'exemple de World of Spectrum. Et voici l'affiche du jeu Outrun sur ce site World of Spectrum. Et je pense que là, si vous n'en aviez pas une idée, vous allez vraiment voir ce que je désignais comme étant colossal en termes de travail de passionné. Donc là, on a juste un jeu parmi des milliers, et on a une fiche complète en termes d'informations, avec même les différents prix auxquels ça a été proposé, des copies d'écran pour avoir des éléments visuels, la possibilité de télécharger le jeu pour pouvoir y jouer, énormément d'éléments liés au jeu directement, comme des images, du son extrait du jeu, et d'autres documents encore, notamment tous les passages du jeu en question dans la presse qui a été scannée pour l'occasion, et même les publicités. Voilà. Donc là, on va très largement au-delà du jeu en lui-même, et donc on pourrait se dire, on se documente énormément, on peut rejouer en téléchargeant les fichiers, et on peut se documenter au-delà du jeu. Mais en plus, c'est pas forcément mis en évidence ici, mais on peut effectivement cliquer sur le lien qui est là et jouer directement au jeu. Alors là, on entend la musique, on est sur la page. Ça ne fonctionne pas directement. Donc il y a peut-être un petit problème au niveau du clavier. Je ne vais pas aller plus loin pour ne pas perdre plus de temps, mais en tout cas... Ah oui, je ferme la fenêtre, ça continue. Je pense que c'est la machine virtuelle Java qui a planté pendant que je faisais la présentation. Et donc, concrètement, en cliquant sur le lien directement, on joue. Donc, dans cette page, sur un jeu en particulier, on peut jouer, on peut se documenter sur le jeu, et donc même au-delà. Autre exemple intéressant par rapport aux perspectives, ici on a un émulateur de terminal qui va très loin dans l'émulation terminale. Alors vous voyez ici les différents paramètres qu'on peut régler, qui sont très nombreux, et le résultat là qui est un petit peu abusé, on va peut-être le relancer. Voilà, là ça va un petit peu mieux. Je vous montre juste un exemple qui illustre à quel point ça va loin. Je déplace la fenêtre,
et vous voyez l'affichage qui fait un peu comme ça. Et en fait, ça c'est exactement ce qui se passe quand on prend un minuteur à tube cathodique et qu'on le déplace, comme le tube, il y a un canon à électrons au bout du tube cathodique, le tube à électrons va bouger un peu quand on va le secouer, et effectivement ça va faire ça. En même temps, on ne peut pas le déplacer à cette vitesse, hein. Enfin, à moins d'être nul que... Voilà. Et sinon, vous voyez les autres éléments. On a la courbure de l'écran, on a le reflet sur l'écran, on a la rémanence, on a le bruit, on a énormément d'aspects liés à la reproduction de l'expérience utilisateur qu'on peut avoir face à un tube cathodique. Donc ces techniques-là ne sont pas encore arrivées jusqu'aux jeux vidéo, mais a priori, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. D'autres éléments qui sont assez intéressants par rapport à justement cette expérience utilisateur, c'est les rééditions matérielles, où là, on a affaire à la même forme, là simplement les couleurs changent un petit peu. Là où c'est extrêmement important, au-delà de l'aspect du système, c'est les sensations de prise en main des manettes qui vont être particulières. A priori, on est sur une lancée intéressante aussi sur le plan culturel en termes de reconnaissance du domaine. Donc, il y avait cet exemple au Grand Palais de l'exposition Game Story sur l'histoire du jeu vidéo. Ça a été un exemple assez emblématique. A priori, ça devrait se continuer et on risque aussi en France d'avoir un jour un musée du jeu vidéo. Et là où on ira sûrement, un des éléments qui nous permettront d'aller aussi plus loin, c'est la création d'initiatives communes. Ici, on a donc la Fédération européenne d'archives, de jeux, de musées et de projets de préservation, et qui réunit différents musées, différents organismes, pour justement aller vers une mutualisation. Et quand je faisais référence tout à l'heure au problème de dispersion de l'information et à l'aspect laborieux du travail de recherche, d'études sur un jeu vidéo, typiquement, on peut espérer que par le biais de ce genre d'initiative, on en arrive à par exemple, des mutualisations de bases de données, des consolidations, par exemple, qui nous permettent de nous dire, si je vais sur cette base de données-là, j'aurai l'adresse exacte de la sortie du jeu. Voilà, j'ai fini le panorama. Merci beaucoup, Nicolas. Juste, je termine. On avait commencé avec celui-là, on avait continué avec celui-là, et maintenant voilà ce qu'on a dans le commerce. C'est directement vendu dans le commerce. Ça permet de mettre sur une carte mémoire des jeux sur une console Dreamcast. Voilà, c'était juste un mot. Merci. Il y a des questions? Non, moi je constate juste une chose, c'est que ce qui est paradoxal et ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a plus d'efforts, semble-t-il, dans la structuration et l'organisation de la résistance contre l'obsolescence et la perte de mémoire du côté des jeux vidéo que sur certaines formes de médias traditionnels, dont on a parlé tout à l'heure. En fait, la raison est probablement que les gens qui travaillent là-dessus ont vécu plus directement et plus fréquemment l'obsolescence informatique que
Ça dépend. dispositif aussi, mais on est quand même plus centré sur les œuvres. Là, pour les œuvres avec temps réel, on cherche à préserver le dispositif. Là, c'est un dispositif. Les patchs MaxMSP. Oui, quand l'œuvre est un dispositif, et pareil, il y a beaucoup, là, quand on a parlé tout à l'heure des différentes versions des œuvres de Monod, on parlait des recopies, etc., de l'œuvre. Là, la partie auteur, c'est-à-dire celui qui a composé l'œuvre, Monod, est central, alors que dans le jeu vidéo, il n'y a pas d'auteur. L'auteur, c'est le joueur. Ah non, non. Donc, si on conserve le dispositif, et bien, à ce moment-là, chaque joueur est un nouvel auteur qui met en œuvre le dispositif. Alors, ça, c'est un des arguments qui est mis en avant par les personnes qui réfutent qu'un jeu vidéo puisse appartenir au domaine artistique. Non, mais et en fait, actuellement, parmi justement, là je parlais de perspective, j'aurais pu continuer. Effectivement, il y a une perspective matérielle qui est aussi très importante, mais il y a aussi une perspective très forte sur la notion de jeu d'auteur. Et le lien avec l'industrie cinématographique est extrêmement important. Et là, typiquement, ces dernières années, il y a beaucoup d'auteurs qui sont mis en avant et beaucoup de jeux d'auteurs qui sont perçus comme tels. Maintenant, et ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que on a maintenant, a posteriori, une vision complètement différente de ce qu'on pouvait percevoir dans les années 80, par exemple, où effectivement l'auteur n'était pas mis en avant, on ne connaissait même pas son nom, et donc effectivement c'était un jeu qui venait de Nintendo, qui venait de Sega, etc. Alors que maintenant, les jeux en question, on sait qui les ont réalisés, et tout à l'heure je montrais une remise d'Insignation Chevalier des Arts et Lettres, c'était remis notamment à Shigeru Miyamoto, qui est le créateur de Mario. Et donc aujourd'hui, on reconnaît cette personne en tant que créateur de ces jeux-là, et donc ces jeux-là, qui étaient considérés comme des produits de grande consommation pour le pur divertissement, on a complètement changé, en tout cas pour une partie de la population, de regard sur ces jeux-là, et on les considère comme des jeux d'auteur. Oui, par exemple, au GRM, on a eu dans les années 70 des ingénieurs qui ont inventé des systèmes de synthèse sonore. On a eu Francis Coupini, vous ne connaissez pas, hein, ici il était connu, il a mis au point un synthétiseur qu'on appelle le Coupini. Et cet appareil, il a eu plusieurs versions, etc., comme un jeu vidéo en fait. Et puis il est resté un petit peu dans un coin au sous-sol, et puis 10-15 ans après, il y a des gens qui ont dit, mais dans telle œuvre, il y a des sons du Coupini. Ah, on n'a plus le Coupini, on aimerait bien jouer avec le Coupini comme on aimerait bien jouer avec des Gibson. Enfin, c'est réutiliser un vieil outil qui avait donné des jolis sons. Et on a remis en marche le Coupini, et on peut aussi, de la même manière, faire des logiciels qui imitent l'interface du Coupini avec des boutons virtuels et qui font une simulation du son du Coupini. Enfin, et moi, je trouve que ça ressemble plus à ça, c'est conserver des logiciels ou des outils fameux phonogènes qui avaient été inventés, qui sont mis en photo. Le jeu est un contenu. Oui, mais donc quand on va vouloir positionner la notion d'œuvre dans le domaine vidéoludique, on va positionner cette notion sur le jeu et pas sur les instruments. Je parle le jeu. Non, le jeu a un scénario. C'est pour ça qu'il y a plus élaboré, c'est vrai qu'un logiciel, mais quand même. Non, le Coupini est un outil. Il n'y a pas de scénario. Par contre, les compositeurs ont fait des choses avec. Peut-être que les compositeurs de logiciels voudraient avoir un émulateur, parce qu'il serait à nouveau un médiateur. Et tu parlais d'auteur pour la personne qui joue d'un jeu. Non, il est peut-être dans la position d'un interprète, d'un médiateur, c'est-à-dire qu'il parcourt le jeu. Et évidemment, on serait merveilleux que les interprètes actuels aient la capacité, comme ça, de secouer le système pour pouvoir conserver des synthétiseurs des secondes 20 ans, pouvoir en jouer, etc. Mais cette communauté d'abord n'existe pas, je l'ai déjà dit. Il y a quelques individus, il n'y a pas du tout cette force, il n'y a pas le côté addictif. Enfin, moi j'ai de très bons souvenirs de synthétiseurs de l'époque, j'en ai chez moi, ils sont rangés, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça n'a aucune commune mesure. Et justement, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit avant par rapport à ce que là tu reviens sur le sujet. Effectivement, les
passionnés en question pouvaient avoir connaissance de l'obsolescence parce qu'ils étaient dans le domaine. Et si on prend le cas de cet auteur d'émulateur, s'il avait connaissance de cette obsolescence, c'est justement parce qu'il il est informaticien. Donc ça lui permet d'avoir cette connaissance-là, d'une part, et d'autre part, ça lui permet de passer à l'action et de réaliser éventuellement l'émulateur lui-même. Et l'autre aspect qui est mis en avant par un certain nombre de collègues qui justifie l'explosion effectivement de passionnés qui sont tellement actifs par rapport à ce domaine des jeux vidéo, c'est que donc l'hypothèse serait de dire qu'ils sont en quête de légitimité. Ils veulent légitimer leur domaine qui est considéré parfois comme une sous-culture. Et donc, ils veulent être extrêmement actifs et mettre en avant par exemple des aspects artistiques pour les opposer à des aspects violents qu'on va nous resservir en permanence. Et ça peut être effectivement une source de motivation. On peut constater aussi l'effet de l'accélération de l'obsolescence qui fonctionne. J'étais frappé par la digression sur la taille du pixel et son caractère carré ou rectangulaire. Moi-même, actuellement, je travaille plus sur la photographie, mais je me rends compte à quel point sur les canaux de diffusion Internet en particulier, plus bien, je mettrai là-dedans vidéoprojection, écran plat et toutes ces choses-là, combien de fois des professionnels de la photographie voient des images dont les portraits, par exemple, sont élargis ou affinés et ne remarquent même pas que leur œuvre a été déformée pour un facteur 1,3 par exemple. Des choses qui est inconcevable en photographie. C'est comme si on vous obligeait à écouter vos œuvres à une vitesse 1,5 fois, arbitrairement, ce qui peut arriver. Même à l'envers, des fois. Ouais, ouais. Mais là, c'est systématique, c'est pas seulement un cas par hasard, c'est à peu près 20% des diffusions que l'on voit dans tous les lieux publics, pour la déplacer dans les rues, dans un bar, n'importe où, chez les amis. On se retrouve avec, même sur des chaînes de télévision soi-disant calibrées, avec des images anamorphosées en permanence. Et ça, avec un cycle de plus en plus rapide qui tient au fait que les processus de compression évoluent de plus en plus vite et que certains même ne savent même pas ceux qui sont en usage actuellement alors qu'ils ont produit leurs images il y a 1 an par exemple. C'est des choses incroyables. Et je dis que maintenant on doit rencontrer ce genre de problème. Justement, je trouve que ça boucle tout ça, que la question d'authenticité qui était aussi un peu présente dans tout ton exposé. Parce que si on prend le cas du pixel, tu parlais du pixel, mais en fait, déjà à l'époque, le pixel, selon qu'on était sur un écran NTSC ou PLC-CAM, il était, d'un côté, il était verticalisé, il était plus haut que large, et de l'autre côté, il était plus large que haut. Donc, c'est quoi le vrai pixel dans ce cas-là? C'est-à-dire par rapport au jeu, qu'est-ce qu'il pensait être? Il y avait déjà une variabilité, et même par rapport aux conditions initiales, le jeu n'est pas le même partout. C'est exactement comme on sait bien qu'un film qui est diffusé à la télévision, si on était dans le continent nord-américain en Europe, on ne voyait pas la même vitesse. Donc le film ne durait pas, n'avait pas la même longueur, puis avec des proportions quand même qui n'étaient pas totalement nulles. C'était tout à fait. Voilà. Et la taille du pixel, c'est quand même une variation de 10% quand même, en avait en hauteur ou en largeur. Donc ça pose un problème sur ce qu'on appelle l'authenticité. Et 20% sur la vitesse des jeux aussi. Voilà, donc ça c'est une première réflexion. Et le deuxième, c'est justement le retour à l'origine qui est très présente dans la conservation du jeu. Et je me demande s'il n'y a pas un mélange entre conservation des œuvres et pulsion mémorielle, en fait de retrouver l'origine. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Parce que si on prend une comparaison avec le livre, c'est comme si on disait je ne veux lire Madame Bovary que à travers les manuscrits de Flaubert. Heureusement, je peux avoir un poche et une diffusion Garnier-Flammarion, etc. Et donc j'ai l'impression qu'il y a. Enfin, je ne dis pas qu'on mélange, c'est pas compatible. C'est pas compatible, mais il y a ces deux trucs qui sont un peu intriqués. Et je pense que ça vaut le coup quand même de ne pas les mettre sous le même phénomène. Je pense qu'il y a un phénomène générationnel où, en fait, je le dis quand même, ça a 40 ans, donc il y a un effet pulsion mémorielle, Madeleine de Proust, de retrouver son souvenir en fait, du jeu des origines, etc. Parce qu'une époque, etc., on jouait à ça. Et puis il y a le fait de préservation d'un contenu, d'une œuvre, n'ayant pas peur des mots, mais dans ces cas-là, la pulsion mémorielle n'a pas exactement le même rôle. Parce que si on regarde l'exemple que je donnais sur Space Invader, je trouve que le contraste était assez amusant parce que en termes de vidéoludicité, c'est-à-dire espace de jeu avec la combinatoire, etc., la construction vraiment ludique au sens minimaliste du terme, elle était bien rendue.
Puis après, il y avait l'environnement, qui était les conditions de jeu, mais qui ne faisait pas partie de la ludicité propre, mais qui était son aménagement. Et donc, il y avait ces deux éléments qui étaient intriqués, parce qu'on peut très bien dire, comme Madame Flaubert, on ne va pas garder les gros pâtés de Flaubert sur sa feuille, et on va tout mettre en polystyrène, c'est bien foutu, etc., pour qu'on puisse lire agréablement, exactement comme on fait Space Invader. On laisse tomber le graphisme immonde d'un bout de shot qu'on a fait, tu nous as montré, etc. Et on est uniquement sur ce qui fait le jeu et ce à quoi on a envie de jouer quand on reprend le jeu. Alors il se trouve que dans les exemples que tu as cités, les deux sont complètement mélangés. C'est-à-dire ceux qui veulent conserver les jeux veulent aussi retrouver la mémoire des origines, en fait. C'est-à-dire tel que le jeu était. C'est parce que je n'ai pas fait la distinction, mais effectivement, elle est très intéressante à faire. Et quand on travaille la question, notamment quand on observe la façon dont un joueur va entrer dans ce type de démarche, il va effectivement commencer par une pulsion mémorielle. Et cette pulsion mémorielle va déclencher généralement un intérêt pour aller plus loin, et aller plus loin, ça va être effectivement trouver l'origine. Et donc les deux vont s'enchaîner en fait. On va d'abord se pencher sur les jeux qu'on connaissait dans la configuration qu'on connaissait, et après on va aller vers la version originale, si on ne connaissait pas la version d'arcade par exemple, et après on va explorer les autres jeux du même éditeur, les autres jeux du même éditeur. Dans la même veine, en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va arriver à des jeux qu'on n'a pas connus. C'est-à-dire que là, on est toujours dans une pulsion patrimoniale. Hein. On retrouve le jeu avec lequel on jouait quand on était plus jeune. Oui. Mais maintenant, ça a 40 ans, tu vas avoir des gens qui vont venir, qui n'auront jamais joué, qui ne connaîtront même pas le jeu, qu'on va leur donner. Exactement. Voilà. Et donc, à mon avis, les deux vont se dissocier. Parce que comprendre ce qu'était le jeu pour comprendre ce qui faisait son invariant propre, puis comprendre tel qu'il était montré à l'origine, ça va être deux phénomènes relativement complémentaires et différents. C'est entre les bibliophiles et ceux qui veulent connaître le contenu. On peut être bibliophile et s'intéresser à la forme du dossier, voilà, et puis se foutre un peu, et pas être forcément un grand esthète et critique littéraire. Réciproquement, le critique littéraire, il n'a pas forcément grand-chose à faire de la première édition reliée Doré à leur fin qu'on avait au départ. Mais ce que j'essaie de dire juste avant, c'est que c'est un cheminement, justement. Oui, mais je pense que là, tu le présentes comme si l'un était la condition de l'autre. Et ça, je ne suis pas sûr. Toi, tu dis, en gros, ce que tu viens de me répondre, c'est que la pulsion mémorielle est la condition de la découverte du jeu. Non, c'est pas la condition, c'est le chemin, généralement. Voilà. Il va y avoir un renforcement. Parce qu'on a un problème de génération, le jeu est récent. Alina, on a bien connu ça. C'est-à-dire que, grosso modo, il n'y avait pas d'émission que personne n'avait jamais vue. Puis la télévision avançant, maintenant, il y a des trucs que personne n'a jamais vus. Et donc, on s'aperçoit que du coup, la doc est mal faite, on ne comprend rien, etc. Parce que forcément, on peut se rappeler, grâce à la documentation, ce qu'on avait déjà vu, et découvrir, grâce à la documentation, quelque chose qu'on n'avait jamais vu, c'est complètement différent. Et donc là, j'ai l'impression que tu as les deux phénomènes qui sont pour l'instant mélangés pour des raisons contingentes, en fait. Il se trouve que c'est quasiment la même génération, en gros, et puis les autres qui se sont rapprochés. Et puis, il y a une autre chose qui m'a frappé dans l'exposé. Juste avant que tu passes, je parlais donc du côté général, parce qu'effectivement il y a cet aspect générationnel, mais néanmoins, quand on se rend compte qu'il y a une jeune génération qui se penche dans une démarche orientée rétro-gaming, pour reprendre le terme, et qui vont vers des jeux auxquels ils n'ont jamais joué. Voilà, c'est ça. Là, ces phénomènes sont en train de se mettre en place, c'est normal, parce qu'on a franchi la barre des 30 ans. C'est le parallèle. Voilà, ça me reflète la télé. Et le deuxième truc, c'est le grand absent de ton débat, c'est la BNF, parce que la BNF est quand même censée conserver les jeux. J'ai pas donné le nom, je l'ai cité sans donner le nom. Voilà, il y a quand même un dépôt légal, hein, ils sont censés j'ai pas donné le nom. Alors, de cette absence tonitruante. Non, j'ai pas donné le nom exprès, parce que justement, c'est le conservateur, mais il est parti, alors j'aurais peut-être pu donner son nom. Il a été tué par ses collègues. C'est lui qui prenait des versions pirates pour sa conservation. D'accord, oui, donc il n'avait pas forcément le droit. Alors ça, oui, c'est un petit point technique. Souvent dans la migration, j'ai vu une autre terminologie, c'est-à-dire pour ce que tu appelles rafraîchissement, on appelle ça réplication, parce que tu passes d'un format à un autre. Et rafraîchissement, c'est quand tu passes à l'identique, même format, même support, donc tu passes d'un DVD à un DVD, ou d'une cassette 3 pouces à une cassette 3 pouces. Oui. On appelle ça rafraîchissement, et puis dans le cas, on appelle ça... Voilà, parce qu'effectivement, le gros problème de la réplication, c'est que comme on change de format, à tous les codes de protection, etc., ça explose, quoi. Soit tu deviens piégé parce que tu as oublié ceux que tu avais laissés, soit du coup tu ne peux plus les appliquer pour ceux qui veulent garder les codes de protection, ça ne marche plus une fois qu'ils ont répliqué. Oui, là j'ai pris un rafraîchissement pour rester vraiment large, et parce que aussi il y a vraiment des choses qui sont entre les deux.
par exemple, les supports optiques, on va les dupliquer, donc on va faire du rafraîchissement souvent. Et par exemple, sur cette carte mémoire, il y a des fichiers son qui correspondent aux cassettes audio sur lesquelles étaient enregistrés les programmes. Donc, ça, c'est l'application. Donc, mais enfin, il n'y a pas de changement de format. Ce qu'on dit rafraîchissement, c'est le même format, mais le format d'enregistrement qui est différent. C'est-à-dire que le support de ton physique est différent, c'est pas le même format d'enregistrement. Enfin, c'est comme lorsque tu passes de ton disque dur sur une copie optique, tu as le même fichier, c'est du MPEG. Le problème, c'est que le format d'enregistrement entre ton disque dur et le